Merci de nous recevoir, toi et ton équipe, pour cette interview. On voulait déjà te demander, par rapport à ton nom, tu as commencé en tant qu'artiste avec le nom de Monsieur Nov, et aujourd'hui tu es passé à Nov, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a fait changer qu'est-ce qui t'a fait changer de nom, et qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de Monsieur Nov à Nov? En fait, moi, ça fait un moment que j'avais envie de changer. Depuis l'époque lorsque j'ai sorti mon deuxième album, Kulinan, déjà j'avais envie de changement. Mais lorsque j'ai sorti ce projet, c'était vraiment pour entre guillemets, donner un cadeau à mes fans de la première heure, ce qui réclamait beaucoup du Nov de l'époque, tu vois. Donc j'ai essayé de trouver un juste milieu. Mais déjà à cette époque, j'avais déjà la vision des EP que j'ai sortis récemment, c'est les Evo. Et lorsque j'ai sorti Evo, pour moi c'était la bonne occasion parce que artistiquement parlant, tu vois, c'était un virage assez important, quoi. Je suis passé de la soul, new soul, à quelque chose de beaucoup plus trap, beaucoup plus urbain. Et je me suis dit pourquoi pas, vu que j'ai envie de changer de nom depuis un moment, enfin c'est pas vraiment changer, c'est juste simplifier, tu vois. Pourquoi pas utiliser la sortie du Evo 1 pour simplifier, quoi. Comme ça fera un genre de symbole, tu vois. Et puis aussi, physiquement, j'avais changé aussi, je voulais arriver avec un nouveau moi. Et Nov, c'était pour moi le truc le plus simple à faire, quoi. Je voulais pas changer de nom parce que sinon les gens allaient pas pouvoir m'identifier. Et enlever le monsieur, c'était simple, c'était un, comment dire, c'était voulu aussi parce que tu sais, lorsque je rencontre mes fans un peu par hasard, après les concerts ou même dans la rue quand on m'arrête, il y a une distance qui est assez particulière. Les gens me vous voient, ils n'osent pas vraiment me parler comme si. Parce qu'il y a le monsieur. Donc ils m'appellent et me disent oui, monsieur, est-ce qu'on pourrait prendre une photo avec vous? Tu sais, c'est très distant. Alors qu'à la même minute, tu sais, je partage quelque chose avec eux. Il y a un lien musical très important, tu vois, entre nous. Et je voulais enlever ça, quoi, cette distance-là. Et je pense que depuis que j'ai enlevé le monsieur, les gens sont peut-être un peu plus proches, se sentent en tout cas plus proches de moi. Et moi, je le remarque quand je rencontre les gens dans la rue ou après les concerts, les showcases. Il y a cette distance que j'avais remarquée, elle a disparu. Donc c'est vraiment pour ça, quoi. Donc du coup, sur toi personnellement, quand est-ce que tu as commencé à écrire? Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à écrire? À prendre le stylo? J'ai commencé à écrire vers l'âge de peut-être 18 ans à peu près, parce que moi j'ai commencé vers l'âge de 15 ans en faisant des instrus, et je faisais que ça. Je faisais que des instrus, j'essayais de placer des instrus à droite à gauche et tout, via des contacts, mais ça n'a jamais vraiment abouti, quoi. Tu vois, à l'époque t'es lycéen, t'as pas beaucoup de contacts, à part quelques potes qui connaissent des rappeurs du quartier, etc. Et à l'époque, c'était très difficile de faire des maquettes. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde a un micro à la maison, tout le monde peut enregistrer, faire des titres. À l'époque, il fallait louer un studio, c'était beaucoup plus compliqué. Donc même si tu plaçais des instrus à des mecs, tu n'allais pas recevoir de retour, quoi. À part si tu places à des vrais artistes déjà en place. Du coup, j'avais plein d'instrus qui servaient à rien. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas griffonner des trucs sur mes propres instrus, quoi. C'est à partir de là que j'ai commencé à écrire, à faire des chansons, des maquettes, à me diriger plus ou moins vers le chant. Parce que quand tu as commencé à faire des beats, du coup, tu savais pas encore que tu savais chanter ou... Non, je savais pas du tout. Tu vois, j'aimais bien chanter comme tout le monde, tu sais, à la maison, sous la douche, quoi, mais j'étais pas dans une dynamique, dans une réflexion de me dire, ouais, je vais chanter, je vais être artiste, chanteur. Pour moi, j'étais beatmaker, et c'est ce que je voulais faire, quoi. Et c'est que après, quand de fil en aiguille, je me suis mis à écrire, à chantonner un peu sur mes prods, je me suis dit ça peut être intéressant. J'avais un espèce de petit micro à la maison, je faisais des petites maquettes et je trouvais ça intéressant. Et c'est à partir de là que je me suis dit bon, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est là, vers l'âge de 18-19 ans, où je me suis redéfini. Je me suis dit peut-être que je suis pas que beatmaker, mais je suis aussi chanteur. Je suis vraiment un artiste complet, quoi, et pas juste compositeur. Et c'était quoi du coup tes influences à ce moment-là?
Parce que du coup, En tant que chanteur? Ouais, en tant que chanteur, parce que tu t'es dirigé vers un truc un peu plus soul, un peu plus... À l'époque, j'écoutais pas mal tout ce qui était Usher, Craig David. Après, je me suis intéressé, parce que eux, ils sont venus à moi. Tu vois, j'écoutais la radio, c'est venu à moi. Et lorsque je me suis mis à chanter, à vouloir perfectionner ma voix, j'ai fait mes propres recherches. Après, je suis tombé sur des chanteurs un peu plus conventionnels, on va dire, des mecs comme Ryan McKnight, les Boyz II Men, des vrais mecs, enfin, des mecs avec des vraies voix, quoi. Et c'est eux qui m'ont permis de perfectionner. À l'époque, je prenais pas de cours de chant, tu vois. Du coup, j'essayais de mimer, de refaire ce qu'ils faisaient, tu vois, vocalement. Et c'est ça qui m'a permis d'apprendre, quoi. Et aujourd'hui, tu prends des cours de chant? Non. 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 Parce que, je vais pas dire par manque de temps, par flemme un peu aussi, tu vois. Mais je pense que, parce que moi, je me définis, je suis un chanteur, les gens me perçoivent comme ça, mais moi je me perçois plus comme un artiste, comment dire, pas complet parce que ce serait prétentieux, mais moi quand j'arrive en studio, je me vois pas comme un chanteur. Je me vois comme un espèce de scientifique qui arrive au studio, qui va commencer à faire des instrus sur son piano. Et la voix pour moi c'est un instrument. C'est comme le piano que je vais mettre, ou la basse, ou la guitare, pour moi c'est la même chose. C'est un truc que tu poses en plus. En plus de l'instru, tu vois. Donc je me définis pas en tant que tel, quoi. Et le fait que tu te définisses comme artiste aujourd'hui, c'est venu au fur et à mesure ou par exemple ton nom, Monsieur Nov au départ, aujourd'hui Nov, est-ce que ça traduit aussi le fait que tu te sens plus comme un artiste? C'est-à-dire, au début tu te disais que tu étais un chanteur, et t'es passé, et tu t'es dit que pour évoluer ou pour pouvoir passer un palier, il fallait que tu changes de nom, et à travers ce nom-là, bah forcément, devenir plus artiste en lui-même, quoi, plus que chanteur. Moi je me suis toujours défini, quand je te disais que vers l'âge de 18-19 ans, je me suis redéfini en tant que chanteur, c'était juste, à l'époque je me disais en fait, j'ai d'autres pouvoirs en fait. À l'époque, je faisais que des instrus et quand j'ai appris à chanter, je me suis dit en fait là j'ai un autre pouvoir. Mais ça ne voulait pas spécialement dire que je me redéfinissais en tant que juste chanteur. Moi, je me suis toujours vu comme ça, tu vois. Si tu regardes mes anciennes interviews, moi je me définis un peu comme un genre de Pharrell, tu vois. Un mec qui fait des prods, qui chantonne. Je suis un bidouilleur en fait. Tu touches à tout. Voilà. Mais Nov, c'était vraiment pas pour dire voilà, maintenant je suis un artiste. C'était juste pour arriver avec un changement, quoi, tu vois. Concernant, oui, tu nous as dit comme quoi tu es passé de la new sound à quelque chose d'aujourd'hui beaucoup plus trap. Ouais. Qu'est-ce qui explique en fait ce changement? C'est ce que j'écoute. Tu vois, c'est vraiment ce que j'écoute. À l'époque, j'écoutais pas mal de chanteurs conventionnels, tu vois. Les Usher, les Music Soul Child, D'Angelo, etc. Donc c'était mes influences de l'époque. Forcément, lorsque je sortais un projet, il y avait une influence New Soul et ça se ressentait sur les projets. Et au fur et à mesure, j'ai de moins en moins écouté ce style-là. Peut-être parce qu'aux États-Unis, ça se fait de moins en moins. Et je me suis plus dirigé vers le hip-hop, quoi, tu vois. Même si j'en ai toujours écouté. Et moi, j'ai vraiment apprécié le changement, pas le changement, mais l'évolution du hip-hop, tu vois, qui est allé plus vers la trap parce que c'était des nouvelles sonorités. Et moi, je trouvais ça intéressant parce que tu retrouves cette influence un peu partout, même dans l'électro, tu vois. Il y a de la trap. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser ces sonorités-là pour en faire quelque chose. Moi, à mon niveau, en tant que chanteur New Soul, R&B, et en faire quelque chose faire une espèce de soul trap, quoi, tu vois. Et lorsque j'ai vu des artistes comme Bryson Tiller, August Alsina, tu vois, émerger aux États-Unis, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ce que je veux faire, en fait. Et je me suis dirigé automatiquement dans cette voie-là, quoi. Et c'était dur de trouver le bon équilibre, justement, entre la trappe et le chant, enfin... Ouais, en fait, c'était difficile. Si tu écoutes mon deuxième album, Kulinan, tu sens que je suis dans des tests. Ouais. Tu sens qu'il y a de la sub, il y a de la 808, tu sens qu'il y a des rythmiques trap, mais c'est pas que c'est pas maîtrisé, mais j'étais encore dans un mélange, j'essayais de trouver le juste milieu, tu vois. Et avec les Evo, pour moi, c'était là, j'arrivais, c'était arrivé à maturation, quoi. Ok, du coup,
pour réussir ce changement de style, qu'est-ce qui a changé dans ta manière de travailler? Déjà, je pose plus tout seul. Avant, je faisais tout seul. Je restais chez moi, je faisais mes instrus, mes arrangements, mes compositions, mon écriture, je faisais tout seul. Et avec l'arrivée des EP Evo, j'ai commencé à travailler avec d'autres beatmakers, notamment ZP. Et du coup, déjà ça me soulage. Ça me soulage d'un taf. Parce qu'avant, c'est quand tu fais ton instru, déjà, il y a une inspiration qui part dans l'instru. Et après, tu dois réécouter l'instru et trouver des paroles, trouver une mélodie, trouver quelque chose dessus. Du coup, c'est du taf. Mais là, tu arrives en studio et il y a un mec qui te propose déjà quelque chose. Et toi, toute ton inspiration, elle est là. Tu vois, et tu as juste à sortir le truc dans la mélodie, dans les paroles. Et c'est beaucoup plus... Pas plus facile, tu vois, parce que quand tu fais tes propres instrus, c'est toi, c'est tes automatismes, tu sais où tu vas. Alors que quand c'est les instrus des autres, c'est pas spécialement ta couleur, c'est pas ton truc, tu vois. Du coup, il faut que tu t'adaptes pour trouver quelque chose de cohérent entre toi, ce que tu proposes, et ce que le compositeur te propose, tu vois. Faire quelque chose d'intéressant. Du coup, ça a été positif pour toi, justement, d'aller là où tu n'avais pas forcément l'habitude d'aller? Ouais, clairement, parce que même je le sentais à la fin de mon deuxième album, je sentais que j'étais en fin de cycle. Plus d'inspiration. J'ai essayé de faire des trucs par moi-même, c'était pas intéressant, ça tournait en rond. Même au niveau des accords, quand j'essayais de trouver des trucs, c'était des accords que j'avais l'impression d'écouter des anciens morceaux que je faisais, mais remixés à la sauce 2017, c'était pas intéressant. Et lorsque j'ai rencontré au studio de nouveaux producteurs, ça m'a donné un nouvel élan, quoi. Tu vois, je me suis dit, ça... Et même ça te permet d'écrire autrement, tu vois, ça te permet d'écouter de nouvelles choses et de vouloir t'adapter à la rythmique du mec. Et c'est ça qui te fait évoluer, quoi. Parce que sinon, tu fais toujours la même chose, quoi. Il y a des fans qui auraient kiffé ça aussi, tu vois. Il y a des fans qui disent, parfois, j'aimerais qu'il ressorte le projet qu'il a sorti il y a 5 ans. Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, quoi. C'est une histoire de perception au final. Concernant les producteurs, à quel point ils sont impliqués dans tes deux derniers EP, on va dire, dans les Evo 1 et Evo 2, sur les 16 musiques? Ouais. Ils sont nous, la manière comment je travaille, moi, on se rencontre en studio, il faut écouter des prods. En général, je choisis 4-5 prods. Parce que ça me parle un peu comme ça, mais je suis pas sûr de les garder, tu vois. Et un peu plus tard, je les réécoute, j'essaie d'enregistrer, de faire quelque chose, et lorsqu'il y a quelque chose d'intéressant, je garde la prod et je sais que je vais kicker dessus, tu vois. J'enregistre une première maquette, un premier squelette, et je lui fais écouter, et puis lui il arrive en studio, et puis on fait des arrangements ensemble, on fait de la réal sur le morceau en question, tu vois. Mais Zekpi particulièrement, sur Evo 1, il m'a aidé sur la réal du EP. Il m'a aidé de loin un peu, tu vois, parce qu'on venait un peu de se rencontrer, etc. Je trouvais qu'il avait quelque chose, une vision. Et sur le 2, il m'a vraiment assisté, quoi, dans la réal de tout le projet. Ouais, donc vraiment, enfin, tu l'as rencontré, vous avez commencé à bosser ensemble, puis après vous avez dit ça marche, donc on fait. Voilà, exactement. Tu vois. Dans Evo 2, il y a des productions que tu as fait toi-même? Il y a Yakuza, IG, et je crois que c'est tout, hein, si je pas de conneries. Ouais, c'est ça, ouais. Yakuza et IG, ouais. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de ton public. Justement, est-ce que le public des premières heures continue à te suivre, malgré le shift, en fait? Bonne question. Ou est-ce que tu as des plaintes, on va dire? Est-ce que tu as des gens qui sont non, refais ce que tu faisais avant? En fait, c'est compliqué à savoir. Je pourrais pas te donner une réponse claire parce que tu sais, la seule manière de le savoir, c'est se référer aux commentaires que tu peux voir sur YouTube ou sur Facebook via les réseaux sociaux. Et il y a des gens de la première heure qui sont super satisfaits. Ouais, moi j'adore l'évolution de Nov, je suis depuis le début, c'est comme ça que je voyais les choses. Et d'autres qui vont dire ouais, mais moi j'aime pas trop, c'est pas trop mon délire. Du coup, je sais pas si tous mes fans de la première heure écoutent ou n'écoutent plus, tu vois. Je pense qu'il y a un peu de tout, quoi. Il y a des gens qui ont suivi
et d'autres qui ont lâché l'affaire. Après, à quel pourcentage, quel ratio, franchement, je ne sais pas du tout. Et du coup, justement, tu parlais des réseaux sociaux, la proximité que tu peux avoir avec ton public maintenant, est-ce que ça influe aussi ta musique? Est-ce qu'après Evo 1, par rapport au retour, tu t'es dit, bah, ok, je peux y aller encore plus à fond côté trap dans Evo 2, ou est-ce que vraiment juste t'as fait ton truc de ton côté? En général, je fais toujours les trucs de mon côté, tu vois, je fais pas attention. Mais c'est vrai que ça m'a conforté après Evo 1 dans l'idée de... Parce que j'ai appréhendé un peu quand j'ai sorti Evo 1, en plus je l'ai sorti sans promo. Tu sais, j'ai pas fait comme on fait d'habitude, on sort un premier single 0, on teste un peu, après on fait un premier clip, deuxième, et puis on annonce la sortie du EP. Je l'ai sorti comme ça, quoi, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ça se trouve, les gens ils vont être débordés, tu vois. Ils sont passés de New Soul, deuxième album, Culinan, et là ils arrivent, ils tombent sur de la trap avec Mac Taylor. Je me suis dit, merde, c'est ce qu'ils vont se dire, les gens, tu vois. J'étais un peu dans l'appréhension. Et après, au fur et à mesure, j'ai sorti les clips d'après, RIP, il y a ceux qui disent, et quand vient la nuit, je me suis rendu compte qu'au final, les gens kiffaient en fait, kiffaient le nouveau Nov, et ça, justement, quand je suis retourné en studio pour le 2, ça m'a conforté, quoi. J'avais plus de doute, je me suis dit, je vais aller dans cette direction. Du coup, ce changement de style, est-ce que ça t'a offert une nouvelle exposition? Par exemple, maintenant, tu es diffusé sur des radios comme Au Calme, chose qui n'était peut-être pas forcément le cas, n'aurait pas été le cas par exemple à l'époque de Sans Dessus Dessous, quelque chose. Est-ce que pour toi c'est bénéfique? Comment tu vois justement ce... Ouais, bah oui, c'est bénéfique. À partir du moment où tu as plus de visibilité, quoi qu'il arrive, pour un artiste, c'est intéressant, tu vois. Après, j'ai pas fait ça, le revirement artistique, il s'est pas fait pour avoir plus de visibilité, tu vois. Il s'est fait dans un premier temps parce que c'est ce que j'avais envie de faire. Et après, ça, c'est que les conséquences de la musique finalement. Mais ouais, c'est une bonne chose parce que je pense que les radios comme Au Calme sont plus spécialisées vers, on va dire, le hip-hop, le R&B très urbain, quoi. Alors que ce que je faisais avant était un peu plus axé soul, tu vois. Aujourd'hui, c'est clairement de la trap, quoi. C'est clairement de la trap, donc dans leur... quand t'écoutes du Nov, enfin je sais pas moi, je te donne un exemple, t'écoutes Young Thug sur le PLM, et derrière il y a du Nov, c'est cohérent, quoi. C'est pas chelou, quoi. Et concernant ton évolution, est-ce qu'il y a un autre style qu'un jour tu aimerais toucher, un style un peu plus, je sais pas, je dirais plutôt électro maintenant, puisqu'on part sur ça, il y a beaucoup la trappe et l'électro se mélange, est-ce que tu aimerais rajouter davantage de ce genre-là? Ouais, pourquoi pas, tu vois, vraiment pourquoi pas. Après, faut que ce soit bien fait, quoi, tu vois. Déjà, quand j'arrive en studio, je me fixe pas spécialement de limite, tu vois. Moi, je me laisse porter par mon inspiration. Donc, je pense que si demain je suis amené à faire un truc un peu plus ouvert ou plus électro ou j'en sais trop rien, tu vois, c'est qu'à un moment donné, c'est quelque chose que j'aurais voulu, tu vois. Mais je suis fermé à aucune porte. Tant que c'est qualitatif, tu vois, c'est ça le plus important. Ne pas faire des bananes pour faire des bananes, quoi, tu vois. C'est ça le truc. Mais du coup, par exemple, tu avais fait un featuring avec Niro, Attends 2 minutes, Ouais. qui sonnait un peu West Coast, un peu Ty Dolla $ign. Est-ce que ce serait pas peut-être ça le futur Nov? Est-ce que c'est un style qui pourrait t'intéresser? Ouais, franchement, j'ai pas vraiment de... Comme je te dis, tu vois, quand j'arrive en studio, je me dis pas, bah non, c'est ce style-là, tu vois. C'est vraiment l'inspiration, elle vient, et puis en fonction de ce que les producteurs peuvent me proposer, j'y vais, quoi, tu vois. Mais j'ai pas de... Je me dis pas, ah, ça, c'est un bon créneau pour moi, peut-être qu'il faut que j'aille dans ce sens-là, les gens peut-être me voient plus dans ce truc-là, donc il faut que j'y aille. Pas vraiment, c'est vraiment l'humeur du moment, quoi. Et pour ce qui est de Baby Mama, donc qui sonne un peu plus dancehall, qui est... Enfin, comme je te disais, c'est ouais, justement, les humeurs. Comment t'en es venu à taper dans ce style en fait? En fait, c'est la logique, tu vois. C'est la logique, ce style-là, c'est ce qui se fait en ce moment, tu vois. Donc, du coup, tu allumes ta radio, tu vas sur Spotify, tu tombes forcément sur ce genre de rythmique-là, tu vois. Et puis moi, c'est ce que j'écoute un peu en ce moment. Je me suis dit, pourquoi pas faire un mélange, un truc intéressant. Et ça s'est fait très, très naturellement, quoi. Mais tu l'as même pas encore écouté le morceau, t'as écouté? Non, justement, c'est pour ça que j'allais te demander, est-ce que tu peux nous en chanter, je sais pas, un petit truc, non. petit punchline, un truc. Tu vas découvrir ça vendredi. Bon, d'accord, je vais attendre. D'ailleurs, concernant la dancehall, est-ce que tu penses que
on va dire, l'avenir un peu de la dancehall, ça pourrait être l'afro trap un peu? Je sais pas. Tu sais pas? Franchement, pas du tout. J'en ai aucune idée. Moi, je En suis un peu le truc. Tu sais, je prends le train en marche, on va dire, quoi, tu vois. Surtout que ce style-là, je suis pas pro dans ce style-là, tu vois. Moi, je reste un artiste, entre guillemets, pas un artiste rap, mais c'est ce que j'écoute majoritairement, tu vois. Donc, je peux avoir une vision sur ce style-là, comment il pourrait éventuellement évoluer, mais dancehall, tout ce qui est rythmique, jamaïcaine, reggaeton, tout ça, tu vois, je suis pas pro dans ce domaine-là, tu vois. J'essaie juste de faire quelque chose de différent, quelque chose d'intéressant. Et du coup, on a parlé de la musique, sur le plan visuel aussi, tu as changé, au niveau de tes clips, tout ça. Comment à quel point tu es impliqué dans le processus? Qu'est-ce qui a expliqué le changement comme ça? Déjà, j'ai rencontré des nouveaux réals. Avant, j'ai bossé avec plusieurs réals sur différents clips, etc. Et lorsque j'ai rencontré Omar et Gary, il y a eu une espèce de symbiose qui s'est faite. Et à partir de là, lorsque le premier clip est intéressant, que le deuxième est intéressant, tu vois, on ne change pas une équipe qui gagne, quoi. Du coup, à chaque fois que j'ai un son que j'ai envie de clipper, je leur envoie, ils me donnent des idées, je leur donne des idées. En général, je laisse carte blanche, tu vois, au réalisateur, parce que moi, c'est pas mon taf, tu vois, réalisateur. Donc moi, le but, c'est de faire de la musique, mais eux, ils ont une vision. Le but, c'est d'imager la musique, tu vois. C'est tout un taf. Moi, je donne des références, des idées que je peux avoir, parce que c'est quand même moi qui a fait le morceau. Et après, eux, le but, c'est de cristalliser, tu vois, de le mettre en image, quoi. Et ouais, ça marche plutôt bien. Après, le changement, il s'est fait aussi indirectement via mon changement physique, tu vois. J'ai perdu beaucoup de poids, donc forcément, à l'écran, ça se voit. J'ai peut-être un peu plus de confiance en moi, dans ma prestance, etc. Du coup, ça a peut-être joué aussi. Donc tu penses que justement ce changement physique, ça joue aussi sur ton... Sur l'artiste que tu es? Ouais, sur l'artiste Ouais, que t'es, forcément. Pas sur l'artiste, je veux dire, pas en studio, tu vois. Au final, c'est la même chose. Mais tu sais, quand tu fais un clip, t'es plus à l'aise, tu vois, t'as plus confiance en toi. Donc, toutes ces petites choses font que, ouais, à l'image, ça se voit. C'est pour ça que tu me dis qu'il y a une évolution dans les clips, quoi. Est-ce que justement ce changement physique, ce changement de travail visuel sur les clips, est-ce que ça sert ta carrière? Est-ce qu'aujourd'hui t'es plus facile à marketer en tant qu'artiste que tu pouvais l'être avant? Ouais, je pense. Après, le but avec les Evo 1 et Evo 2, c'était d'apporter une image concrète, concise à l'artiste Nov, tu vois. Peut-être qu'avant, c'était pas clair, tu vois. Quand tu parlais de Nov, les gens n'avaient pas une vision précise, tu vois. À part un asiate chauve qui chantait. Alors qu'aujourd'hui, tu peux avoir une vision claire grâce au clip, quoi, tu vois. D'ailleurs, le clip, la musique que tu vas sortir vendredi, il sera clippé ou pas du tout? Surprise. Celui-là il nous intrigue, hein. On a entendu le teaser là, c'est... Ah, tu vas voir. Là, du coup, est-ce que c'est un extrait du clip? Ce que t'as mis en Tu visuel? veux savoir? Ouais. Peut-être. J'étais obligé, bon, obligé. On va revenir à Evo et à Evo 2 forcément. Déjà, bon, on sait, mais en quoi signifie Evo? Evo, c'est pour évolution, tout simplement, tu vois. Okay. Quand j'ai sorti, comme je te disais, Culinan, le deuxième album, j'avais envie de changer musicalement. Et lorsque je devais trouver un nom pour cette EP, j'ai trouvé en plus au dernier moment, tu vois. J'ai trouvé au dernier moment. Je me suis dit, pourquoi pas l'appeler, pas Évolution, parce que ça fait pas rêver, tu vois. Mais Evo, c'était simple, clair, précis, tu vois. Et du coup, comment se fait que dans cette EP, il n'y a aucun featuring? Parce que d'habitude, tu arrives toujours à caler au moins un featuring. La dernière fois, c'était avec Moutailleur, donc Ulinan, tu as aussi vu Skrelly, tu as vu plusieurs artistes. Enfin, qu'est-ce qui s'en fait? Les choses ne se sont pas faites naturellement, en fait. Tu vois, je le dis souvent, moi, les featuring, j'essaie de faire quelque chose... je veux qu'il y ait déjà un lien, tu vois, un lien humain. Et puis après... que le featuring se fasse naturellement sans forcing. C'est super important pour moi, quoi. De pas sentir que je cours derrière un artiste ou faudrait qu'on fasse un feat, vas-y, tu vois. Et là, j'ai pas eu l'occasion, tu vois. J'ai pas eu l'occasion. Moutailleur, ça s'est fait simplement. On s'est vu, on a fait le feat, c'est parti, quoi. Skrelly aussi, à l'époque, on bossait un peu ensemble, donc ça s'est fait naturellement.
Et pour Evo 2, bah, j'étais un peu dans ma grotte quoi, en faisant mes sons. Et j'ai pas rencontré d'artistes sur le moment. Vraiment, c'était pas un choix de ma part de me dire non, je vais pas mettre de feat. C'est juste que ça s'est pas fait. Et du coup, bah, quand tu poses un feat, généralement, tu fais ça comment? Enfin, parce que tu parlais de rencontre, mais comment ça se passe? C'est ton agent qui appelle l'agent de quelqu'un d'autre? Ou est-ce que ça se trouve rencontre au studio? Ça dépend en fait. Soit on se croise un peu par hasard en studio, quelque part sur un tournage, ou un peu par hasard comme ça, et on parle d'éventualité. Ouais, il faudrait qu'on fasse un truc, oui ou non, tu vois. Et en général, tu vois quand les deux mecs sont déter ou pas, tu vois, ça se fait. Parce qu'il y en a beaucoup des artistes qui se croisent, ouais, il faudrait qu'on fasse un truc et tout, mais finalement ça se fait pas. Mais quand tu croises l'artiste et que vous émettez l'éventualité de faire quelque chose, si ça se fait, c'est que les deux sont déterminés, tu vois. Donc voilà, mais après parfois aussi il y a l'option, je kiffe vraiment ce qu'il fait, pourquoi pas faire quelque chose, puis l'agent il appelle l'autre agent. Après, c'est une complication. Et est-ce qu'il y a l'option Comme toujours. Est-ce qu'il y a l'option, genre c'est mon pote, du coup j'ai envie de poser avec lui, est-ce que t'as des mecs avec qui vraiment genre t'es en contact je pense à Skrillet avec qui dont je parlais tout à l'heure, avec qui t'as quand même pas mal bossé, avec qui t'as fait beaucoup de sons. Est-ce que t'as des potes dans le game, on va dire? Dans le game, j'ai pas réellement de potes, j'ai pas mal de connaissances, de gens que je respecte, mais potes, tu sais, potes quoi, qu'à sûr, j'en ai pas vraiment par Zekpi. Après, Skrillet à l'époque, ça s'est fait très naturellement parce qu'il avait bossé en tant que Richie sur le projet Pur. Concernant les morceaux, comment t'es venu en fait l'idée de IG? Est-ce que c'est un délire avec un pote qui a fait que t'as dit IG. les paroles? Est-ce que t'as un pote, genre vraiment sa sœur, Ouais. Voilà. Non, en fait, IG, je vais t'expliquer. IG, j'ai fait l'instru au studio. Comme ça, tu sais, quand je suis au studio, il y a des sessions qui sont très claires, où j'arrive pour poser, où j'arrive pour mixer. Et il y a des sessions, tu sais pas trop ce que tu fais, t'arrives, tu poses un couplet, après t'es là, tu parles, tu fais pas grand chose. Et j'ai pris un moment pour faire une petite instru. Et j'étais pas fan de l'instru. Je me suis dit, ouais, je suis pas déter, tu vois. Il y avait Zekpi et Horis qui étaient derrière moi. Je me suis dit, ouais, mais l'instru elle est lourde et tout, tu devrais faire un truc. Donc après, je suis allé en cabine, j'ai testé des trucs et tout. Et ils m'ont dit, ouais, c'est intéressant et tout. Et c'est Zekpi qui m'a dit, ouais, tu pourrais l'appeler IG et tout. Parce que le thème tournait un peu autour de ça, tu vois. La première phrase, c'était je traîne sur son Instagram. Du coup, il m'a dit, appelle ça IG. Après, le refrain, il m'a donné l'idée, ouais, présente ta soeur. On est parti dans un délire de con et tout, tu vois. Et après, ça s'est fait comme ça, tu vois. Vraiment au studio, quoi. Vraiment avec les compositeurs, il y avait une effervescence, et puis un échange, et puis ça s'est fait comme ça. Qui est Leïla? Leïla? Ouais. Tu veux savoir? Ah, je veux savoir. Leïla, c'est la sœur de Jasmine. Ah, donc c'est ça c'est sale, ça c'est très très sale ça. Ça c'est très très sale, c'est très brosson. Non, mais en fait, il y a pas. C'est purement fictif. C'est purement fictif. J'avais fait le morceau Jasmine, et quand j'ai fait ce morceau-là, comment je fonctionne, moi je fais des yaourts. Soit j'ai des textes clairs, et soit j'ai pas de texte et je fais des yaourts, je chantonne des trucs en franglais. Et au refrain, je sais pas, j'ai dit Leïla, tu vois. Et on s'est dit pourquoi pas garder le nom Leïla quoi, pour le morceau. Mais c'est qu'après, je me suis dit, ouais, il y a la connotation un peu rebeu, les gens vont faire le lien avec Jasmine. Jasmine, c'est pas vraiment rebeu. Yasmine. Tu vois, donc, mais non, elle n'existe pas. Tu veux que je la présente, c'est ça? Je sais pas, moi, vu comment tu l'as décrit. Quel genre de charognard? Je suis chaud, hein. On est là, hein, tu sais. Dans Evo 1, tu avais écrit Quand vient la nuit. Ouais. Est-ce qu'à cette époque-là, tu savais déjà que tu allais écrire un Quand vient la nuit 2? Quand vient la nuit, oh, quand vient la nuit, je suis tout en émoi, je repense à toi et moi. Oh, quand vient la nuit, oh, quand vient la nuit, je me rends à l'évidence, à présent le vide est immense. J'ai fait le fou allié. Ouais, au mix, je l'ai su. J'ai fait le morceau. Et dans le morceau, je sais pas si tu as fait attention, mais à la fin du morceau de la première partie, il y a l'instru qui part, mais en piano un peu, tu vois. Et quand j'ai enregistré en studio, avec la première instru, il n'y avait pas cette partie-là. Du coup, j'ai enregistré Quand vient la nuit, normal. Et 2 semaines après, quand on est venu
pour mixer, et Zekui, il est arrivé avec une idée, il s'est dit ouais mais pourquoi pas à la fin faire un petit délire et tout, ça part en piano un peu romantique et tout. Du coup il a rajouté cette partie, et c'est à ce moment-là on s'est regardé, on s'est dit Truc à faire. truc à faire là pour le 2, tu vois. Et à ce moment-là, on était déjà dans l'idée du 2, tu vois. Et après quand on a sorti le clip, voilà, moi j'avais déjà commencé à écrire, enfin à enregistrer une certaine partie de la partout. Et après on a teasé directement à la fin du clip du 1 pour dire qu'il y avait quelque chose qui arrivait, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y aura une partie 3 et du coup, peut-être un Evo 3. Est-ce que c'est en projet? Est-ce que c'est dans ta tête déjà? C'est la vie est remplie de surprises. Tu vois. Non, je sais pas en fait. Je sais même pas. Je te dis, je sais pas, mais ça se trouve, le 3 il est enregistré. Hein. Parce que du coup, tu l'as trompé, elle t'a trompé, c'est technique. Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il y a un truc? Je sais pas. Peut-être je vais appeler les deux, et puis on va faire un truc à 3. Pour la partie 3, je sais pas, on verra. Je réfléchis. Ok. Et pour revenir à Evo 2, avant le 3 potentiel, c'est quoi ton morceau préféré? Dans lequel Dans Evo 2, ouais. 24 carats. Pourquoi 24 carats? Franchement, je sais même pas. Je l'ai enregistré, je devais rendre l'album, le projet, je sais plus, je te dis une date au hasard. Et moi, le morceau, j'ai enregistré une semaine avant, tu vois. Et j'ai retiré un morceau pour pouvoir mettre celui-ci. Et le morceau là que tu as retiré, est-ce qu'un jour est-ce qu'il va apparaître un jour? Ouais, il va apparaître, tu vas voir. On jette jamais les morceaux. On jette jamais les morceaux. Mais du coup, c'est avec 24 carats, du coup, c'est le morceau le plus fort, on va dire, le plus sentimental de l'album. Ouais. Est-ce qu'il y a une partie autobiographique dedans? Est-ce que tu te racontes un peu là-dedans? Toujours un peu. Toujours. Même quand c'est des morceaux complètement fictifs, il y a toujours une petite partie de toi. Soit c'est un fantasme, soit c'est un truc que tu as envie de vivre, soit c'est quelque chose que tu as vécu avant, mais il y a toujours une partie de toi, tu vois. Toujours. Après, il y a un pourcentage, hein, tu vois. Mais ouais, 24 carats, c'est. Si c'est mon préféré, c'est pas pour rien. Voilà. Du coup, Evo 2 est sorti le 26 mai, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu as prévu de faire des scènes? Parce que tu as déjà fait une release party, mais est-ce que tu as prévu déjà de faire une tournée ou ne serait-ce que des showcases à Paris? On essaie d'organiser ça, tu vois, doucement. Là, c'est la rentrée, il y a eu une petite période creuse là, pendant les vacances. On essaie d'organiser des trucs, des concerts, des showcases, les choses viendront. Okay. Dernièrement, tu as clippé aussi une musique avec Tabi. Ouais. C'était au Bénin? Non, Mali. Au Mali. Ouais. Comment ça s'est fait en fait? Comment tu l'as rencontré par l'intermédiaire de... En fait, Talbi, c'est un artiste signé sur le label, tu vois, Kézit Afrique. Et lui au Mali, il faut savoir qu'avec Sidiki Yabaté, c'est des stars de ouf. Là-bas, c'est des stars incontestées, tu vois. Et il faisait son projet et il m'a invité, tu vois. Et je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose de différent, tu vois. Parce que les gens m'attendent sur des featuring un peu, on va dire, clichés, quoi, tu vois. Je me suis dit, les gens ne vont pas m'attendre sur un duo comme ça, quoi. Et il m'a envoyé le titre, sans ma partie, et je trouvais ça super intéressant, quoi. Une espèce de... Tu sais, la couleur Quinfri, quoi. Et au début, je me suis dit, bon, je kifferais le faire, mais si je vais en studio, et que si je fais un morceau pas top et tout, j'abandonne, tu vois. Il faut que je fasse un truc lourd, parce qu'il m'a envoyé quelque chose de vraiment intéressant. Je suis sorti du studio, j'étais super content, l'ingé m'a dit ouais ça tue et tout, et puis je lui ai envoyé, il a kiffé, et il m'a dit bah vas-y viens et tout, on clip. Après je suis parti là-bas, j'ai clippé. C'était frais, ouais c'était frais de dingue. Je sais pas ce que je veux dire, t'as kiffé ton voyage là-bas justement? Ouais c'était frais, tu vois j'étais jamais parti là-bas, hein. C'était vraiment cool, tu vois, super bien accueilli, les gens là-bas, tu vois bien dans le clip, tu vois, les typeux et tout, c'était vraiment un bon délire quoi. Donc big up à lui d'ailleurs, t'as dit. Bon, on va parler de toi en dehors de la musique. Ok. Est-ce que tu vis de ta musique déjà? Ouais, aujourd'hui, ouais. Ouais. Ça fait combien de temps que tu peux en vivre? Ça va faire plus de 4 ans. Plus de 4 ans, ça. 4 ans, Donc du coup, ouais. T'es en place, ça veut dire. En place, je sais pas ce que ça veut dire être en place. Ah, c'est avoir un lambeau. Ah, ça veut dire déjà t'es pas caissier à Franprix, tu vois. Pour citer quelqu'un. Respect pour les gens qui tapent à Franprix, tu vois. Mais
ouais, aujourd'hui j'ai envie, donc je me plains pas du tout. Ok. Et tu as un fils aussi. Ouais. Comment ça se passe au niveau de l'organisation? Tu arrives à... Faut être organisé, gros. Sinon tu t'en sors pas. Ouais, bah, tu connais, hein, faut s'organiser, faut suivre le planning, l'emmener à l'école, pas faire ses trucs, le récupérer. Par exemple, ce matin, là, tu l'as amené à l'école Le mercredi, mec. Ah ouais, ok. Ah, oui. Attends, C'est c'est vrai. le jour des enfants. Le mercredi. C'est le jour des enfants. Mais non, c'est pas compliqué, mais il faut juste s'organiser, quoi. C'est juste ça, quoi. Et concernant, forcément, tu l'as eu avec quelqu'un, ce garçon. Aujourd'hui, tu es en couple. C'est pas, regarde Cristiano. C'est pas- On sait pas. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es en couple ou tu es Ouais. avec sa maman, j'imagine? Ok. Du coup, donc c'est à elle que tu t'adresses dans 24 carats. Théorie. En théorie. Si t'avais pas fait de la musique, est-ce que t'avais un autre plan? Ouais. En fait, à la base, moi, je dessine. T'as le cliché de l'Asiate qui dessine. On a tous connu un Asiate dans votre classe qui dessine. Dessiner des BZ et tout. Bah, moi, j'étais cet Asiate-là, tu vois. Dans la classe, on me demandait, ouais, dessine sur beaucoup, dessine Vegeta. Et moi, je dessinais et tout. Après, quand j'étais au lycée, je me suis plus penché vers le stylisme. Et j'avais la possibilité d'intégrer une école et tout. J'étais vraiment doué dans mon truc, tu vois, dans le dessin. Et cette période-là, c'est une période un peu charnière, tu vois, parce que comme je te disais, c'est 15-18 ans, j'étais au lycée. Donc j'étais entre le dessin, l'art et puis la musique, quoi. Et j'ai choisi la musique parce que j'ai eu des opportunités. Et j'étais un peu un flemmard à l'époque, donc parce que pour intégrer l'école, tu connais, hein, faut travailler, il faut aller à l'école, il faut apprendre, tout ça. Et la musique, c'est différent, quoi. Tu vas en studio, tu crées. Et je me suis dirigé vers ça, mais si j'avais pas été dans la musique, je pense que j'aurais été un grand styliste aujourd'hui. Et tu penses que. Est-ce qu'un jour, peut-être, tu comptes basculer de la musique, peut-être au stylisme ou au dessin? Est-ce que tu continues à dessiner? Ouais, je continue de temps en temps. Je dessine des petits bonhommes pour mon fils. Il est content. Non, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, la musique, c'est un kiff, hein, tu vois. Mais après, il est vrai que peut-être que demain, je vais me diversifier. Ok. De quoi, désolé de ces deux-là, parce qu'en même temps aussi. De quoi est-ce que t'es le plus fier? Mon fils. De quoi est-ce que t'as le plus honte? Honte. Est-ce qu'il y a un truc, je sais pas, parce que t'as même un son, ça se trouve, il y a un son que tu l'as sorti, tu te dis putain pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Non, j'ai pas de son. Peut-être quand je sors le projet, je valide les trucs, tu vois. Mais ouais, j'ai honte. Il y a des morceaux que j'ai fait, t'as jamais écouté, t'écouteras jamais. Ah ouais, non. Je croyais qu'on jetait pas les morceaux. Non, mais il y a des morceaux, c'est même pas des morceaux. C'est pas possible. J'ai fait des morceaux à l'époque, c'était pour me lancer, pour tenter des trucs et tout. Mais ouais, il y a des morceaux, je suis pas fier. Et justement, j'ai assez de recul pour me dire, ouais, ils sont chelous tes morceaux, je vais pas les sortir, tu vois. Mais honte, non. Non, j'ai pas honte particulièrement. Est-ce qu'il y a peut-être des. Tu disais que tu commençais à faire des prods quand tu avais 15 ans, est-ce qu'il y a des prods que tu as fait à cette époque-là que tu as utilisé par la suite? Ouais. J'avais fait une prod du morceau Laissez-nous pleurer, qui datait de cette époque, tu vois. Et elle a traîné dans l'ordinateur pendant 4 ans, comme ça. Et un jour, je me suis dit, ouais, je vais essayer d'enregistrer quelque chose dessus. Après, il y a des prods, hein, par exemple, tu sais, dans Culinane, il y a un morceau qui s'appelle Qu'est-ce qui nous arrive? Il y a un clip où j'apparais pas dedans, tu vois. Et le projet il est sorti en 2014, si je dis pas de bêtises, c'est une prod 2013. 2013, 2014, un truc comme ça. Et la prod elle date de quoi, date de quand j'avais 15 ans, quoi, tu vois. Après je l'ai remixé, hein, je l'ai arrangé, tu vois. Mais c'était les mêmes accords, c'était la même démarche, quoi. Et du coup, juste pour finir, c'est quoi tes projets là, dans un avenir proche? La musique, sortir des projets, sortir des sons, des clips, faire des concerts et faire plaisir à mes fans. Baby mama, vers le 7e ciel.
Curly à la peau couleur miel. Hein, je vois les notes, elle veut les menottes, elle veut du sale.